Victoire facile des Los Angeles Lakers, 132-119. Quoi? C'est pas Los Angeles qui a gagné. Ah, c'est une victoire des Jazz. Victoire des Jazz, 132-119. Juste avant le All-Star Break, on n'avait pas vraiment besoin de ça. Cependant, un bilan de 32 victoires pour 20 défaites. Si on m'avait dit que les Lakers seraient à la 5e position au moment du break du All-Star, j'aurais signé des deux mains. On va analyser néanmoins cette victoire des Jazz, pas des Lakers, du point de vue de la faiblesse intérieure des Lakers. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Je suis inquiet. Bien sûr, je comprends le contexte dans lequel s'est produite cette défaite. C'est un contexte difficile. Les Lakers ont connu pas mal de tensions psychologiques ces derniers temps. Tout a commencé avec les feux de forêt de Los Angeles. La plupart des membres de cette équipe ont été touchés par ces feux de forêt. C'est le cas notamment du coach des Lakers, J.J. Redick. Mais pas seulement. Dans la foulée, cette équipe perd Anthony Davis sur blessure. Alors qu'elle jouait bien. Elle venait de battre les champions en titre. Et puis, il y a eu ce trade. Luka est arrivé, ça a tout chamboulé. On est là désormais face à une nouvelle franchise. On perd 2 joueurs qui étaient très chers aux Los Angeles Lakers, c'est-à-dire Anthony Davis et Max Christie. Tout ça, ça crée des situations conflictuelles au niveau émotionnel. Et on a entendu notamment Austin Reeves parler de la perte d'AD comme étant quelque chose de douloureux. C'est normal. Ça fait 3 ans qu'ils sont ensemble. Dans la foulée, cette équipe des Lakers a, pour moi, surperformé. Elle a continué à jouer un basket de très haut niveau. Elle a battu des équipes conséquentes. Elle a pu paraître à des moments presque imbattable. Le small ball a fonctionné, même si j'appelle ça le medium ball, parce que quand vous avez des joueurs aussi grands, même si c'est pas des pivots, dans l'absolu, ils sont quand même très grands. On parle de LeBron James, de Rui Hachimura ou de Dorian Finney-Smith. Donc, c'est du medium ball. Et puis, cette équipe intègre Luka. Ils ont fait un bon match face à Utah. Et bien qu'on ait vu qu'il y avait quand même des défaillances, qu'il y avait quand même des choses qui étaient perfectibles, ils ont quand même gagné ce match. C'était émotionnel pour LeBron, c'était émotionnel pour l'équipe et aussi pour Luka qui n'a pas caché qu'il était nerveux lors de ce match au Crypto. Et là, circonstance aggravante, vous jouez à l'extérieur. Le dernier match avant le All-Star Game, qui, pour rappel, est un moment où les joueurs qui ne sont pas sélectionnés en profitent pour se relaxer, pour prendre un peu de vacances. Et vous jouez ce match à l'extérieur, face à une équipe qui vient de se faire humilier. Une équipe que vous avez battue tellement facilement que vous vous dites, on va reposer Gabe Vincent, on va reposer Dorian Finney-Smith. C'est-à-dire 2 éléments fondamentaux de la défense des Los Angeles Lakers. Et ces mecs-là, je parle de ceux de Utah, eh bien, ils ont quand même un peu de fierté. Et hier, on a vu qu'ils n'ont rien lâché aux Lakers. Physiquement, ils ont été plus forts. Les Lakers ont paru lents. Ils m'ont paru en dehors de tout. Ils m'ont paru hésitants, déstructurés par moments. Ils n'ont pas pu faire face à la défense de zone. Cette défense de zone qu'ils avaient bien pu canaliser lors du match précédent. Et donc, résultat, les Lakers se sont fait dominer à l'intérieur, surtout à l'intérieur, par le trio Collins, McKinnon et Walker Kessler. Au fond, c'est pas tant cette défaite qui est inquiétante, puisque je viens de vous montrer que le contexte s'y prêtait. Ce qui est inquiétant, c'est la faiblesse du jeu intérieur des Lakers. On ne peut pas se mentir. On ne peut pas se mentir.
Cette équipe des Lakers a du QI basket partout, sauf à l'intérieur. Et quand vous avez un secteur intérieur qui souffre d'un déficit offensivement et défensivement, c'est un gros problème. Pourquoi c'est un gros problème? Parce que vous êtes confronté à des bigs qui ne craignent rien face à vos bigs. Puisque vous ne les faites pas travailler en défense, puisque vos attaquants ne sont pas aussi bons, ils ne font pas de fautes, à part dans du corps à corps ou au rebond offensif, mais les bigs des équipes adverses ne font pas de fautes. Ils ne sont pas mis au défi, ils ne sont pas challengés. Donc, ces mecs-là, ils sont frais pour vous attaquer. Et non seulement ils sont frais pour vous attaquer, mais en plus, il n'y a pas de qualité défensive à l'intérieur. Donc, ils vont scorer. Les 3 bigs de Utah ont dominé le secteur intérieur des Lakers. Bon, le contexte est aussi compliqué pour Alex Len, je comprends. Le mec, il a été coupé par Sacramento. Il est sur le chemin pratiquement d'Indiana. Il reçoit un appel de Rob Pelinka qui lui dit « Écoute, on est intéressé par ton profil. » Évidemment, lui, c'est son rêve qui vient de se réaliser. Il va pouvoir arriver aux Lakers. Il va jouer avec Luka Doncic. Il va jouer avec LeBron James. Il va jouer avec Austin Reeves. Donc, il se dit « Je vais être dans la lumière. » Et en sortie de cette expérience, on me remarquera. On va m'embellir. On va me bonifier. On va me trouver. Et vous savez, jouer avec ces mecs-là, ça vous donne de la lumière. Ça permet à d'autres équipes d'NBA de dire « Ah oui, mais ces mecs-là, ils sont quand même bons. » Donc, on peut les signer. Parce qu'Alex Len, au fond, c'est un mec qui a bourlingué partout dans la ligue. Personne n'a trouvé qu'il était assez bon pour jouer un rôle significatif. Vous savez, il y a 30 franchises en NBA. Et le mec, il a été drafté depuis au moins 8 ans. Et en 8 ans, aucun GM n'a trouvé qu'il était valable, qu'il était assez bon pour être un joueur de rotation. Eh bien, il faut finir par quoi? Qu'il n'a pas le niveau. Je veux dire, c'est pas si compliqué que ça à comprendre. Ne serait-ce que Jackson Hayes. On peut tous admettre que Jackson Hayes a surperformé. Qu'il a été précieux. Qu'il a fait beaucoup de choses pour cette équipe. Que JJ a pu lui trouver des spots où fonctionner. Et que son profil est intéressant par rapport à des Luka qui peuvent le trouver. Par rapport à des LeBron qui peut également le trouver. Par rapport à des Austin Reeves qui peuvent créer des choses pour qu'ils puissent exister. Mais au fond, tout le monde sait que ce sont des joueurs limités. Ce sont des joueurs qui ont été draftés très haut dans la draft, les deux. Top 10, les deux. Et qui ont déçu directement, automatiquement. Et qui ont été des joueurs de rotation, mais à faible volume. Et donc tout à coup, ils sont là. C'est eux qui représentent votre secteur intérieur. Vous avez un problème. Vous avez un problème. Je vous dis, vous avez du QI basket partout. Mais votre secteur intérieur n'en a pas. Et jusqu'à présent, le génie de JJ Redick a pu faire fonctionner cette défense des Lakers en utilisant du Dorian Finney-Smith, en utilisant du Jared Vanderbilt. Soit dit en passant, ces deux mecs-là sont fondamentaux pour la survie des Los Angeles Lakers. Quand Dorian a été transféré des Nets en échange de D'Lo et de Maxwell Lewis, j'avais fait une vidéo dithyrambique
où je vantais les louanges de ce joueur et de cette acquisition. Personne n'a pu penser que j'exagérais. Et ils voient comment joue D'Lo à Brooklyn. Ils sont en train de gagner des matchs. D'Lo est en train de faire des cartons. Mais si je dois encore aujourd'hui faire ce trade, je le refais. Parce qu'entre D'Lo et Dorian, il y a une différence fondamentale. C'est que l'un est un joueur de stats, l'autre est un joueur d'impact, de résultat. Je vous laisse deviner lequel est quoi. C'est aussi simple que cela. Dorian Finney-Smith, c'est ce que j'appelle un couteau suisse, dont la valeur sur le terrain est sous-estimée. Il me fait penser à un John Salley dans l'équipe des Détroit, les Bad Boys des années 80. Sous-estimé, mais capable de faire tellement de choses. Défendre sur les 5 postes sur le terrain. Dorian, il défend sur Steph comme il défend sur Draymond ou sur Looney. Dorian, il est fondamental et je peux vous garantir qu'au fur et à mesure qu'on va rentrer dans des matchs compliqués, il va devenir de plus en plus précieux. Et Dorian, c'est pour moi l'alliage entre Jared Vanderbilt et Rui Hachimura. Il n'est pas aussi bon attaquant que Rui Hachimura. Il est peut-être un peu moins bon défenseur que Jared Vanderbilt. Mais il a un petit peu des deux. C'est-à-dire c'est le mec qui est capable d'être sur le terrain à défendre très dur et à te planter des tirs à 3 points en catch and shoot. Précieux. Donc avec lui, on a pu broder des choses. Mais fondamentalement, on n'a pas les outils qu'il faut à l'intérieur. Et j'ai pu peut-être paraître un peu négatif par rapport à la signature d'Alex Len. Mais je ne crois pas au miracle. Je regarde le basket assez longtemps pour comprendre que un mec ne peut pas devenir un crack du jour au lendemain. Il peut surperformer. Là-dessus, vraiment, j'y crois. Il peut tirer profit d'un système. Là-dessus, je crois que JJ fait des miracles, notamment avec Jackson Hayes. Mais il y a trop de défaillances. Ça va pas être possible. Ça va pas être possible de tout à coup faire de ces mecs-là des terreurs. C'est impossible. Alors, j'ai pu prendre une position sur cette chaîne qui a pu paraître anti-Dalton Knecht. Mais c'est absolument pas le cas. Mon propos est le suivant. Ce que Dalton apporte, il y a des mecs qui peuvent l'apporter aussi. Attention, c'est un joueur intéressant. Je suis pas en train de dire que Dalton ne sert à rien. C'est un bon joueur de basket. Il défend, il prend des rebonds, il rentre ses tirs. Lui aussi, il est capable de scorer dans les 3 secteurs. Je suis sûr que dans une équipe comme Charlotte, il aurait été très impressionnant. Il aurait eu plus de liberté. Il aurait eu un système autour de lui, puisqu'on sait que les joueurs majeurs de cette équipe sont blessés. Mais aux Lakers, on a un besoin fondamental qui est ce besoin à l'intérieur. Et donc, sacrifier Dalton Knecht, entre guillemets, n'est pas cher payé. Ce n'est pas cher payé parce qu'il nous faut cette présence intérieure. Mark Williams, au moins, si c'est pas un excellent défenseur au poste, c'est un contreur. Donc, il va protéger un peu ton cercle. Mais surtout, en attaque, ça peut être une terreur. Donc, lui, il va fatiguer les bigs de l'équipe adverse. Il va les mettre en problème de faute. Il va faciliter le travail de Luka, de LeBron, d'Austin. Il va apporter du spacing aérien. Ce concept est important. Parce que on peut avoir aussi de la latitude au-dessus du panier. Le mec, il est plus grand que Wemby au niveau de son allonge. Et c'est un excellent finisseur. Il a d'excellentes mains. Donc, l'avoir dans cette équipe, ça aurait changé la dynamique de l'attaque de cette équipe. Parce que souvent, la meilleure défense, c'est l'attaque. Parce que votre attaque va fatiguer l'équipe adverse. Votre big va fatiguer le big adverse. Et là-dessus, vous allez avoir un avantage parce que celui-ci va avoir des problèmes de faute, il va être fatigué. C'est fondamental. Et aujourd'hui, on n'a pas cette présence intérieure. Aujourd'hui, que Jackson Hayes s'est blessé au premier quart-temps, je me suis dit
que cette soirée va être très longue. Et de fait, elle l'a été. Voilà, ça en est terminé pour cette émission consacrée à cette défaite, malheureusement, des Los Angeles Lakers qui sont, à l'évidence, lessivés après tout ce qu'ils ont vécu pendant cette période de trade. Ça a commencé par la blessure d'Anthony Davis, ça a terminé par le transfert de celui-ci, l'arrivée de Luka Doncic. La question qui se pose, c'est est-ce que dans sa tête, tout est clair? Est-ce qu'il a vraiment fait le deuil de Dallas? Et puis ce qui est arrivé à Dalton Knecht, etc., etc. Rappelez-vous qu'avant ça, il y a eu les problèmes de feux de forêt à Los Angeles. La plupart des membres de l'équipe ont été touchés par ces feux de forêt. Ça fait quand même beaucoup. Néanmoins, les Lakers sont 5e de cette conférence Ouest. On va pouvoir se poser et analyser ce qui s'est passé pendant cette période de All-Star. Notamment, j'aimerais faire une vidéo sur le second apron, ce que ça veut dire pour les franchises de NBA. Je voudrais également analyser les potentialités de ce jeu intérieur des Lakers. Je voudrais également analyser l'apport possible, probable de Luka Doncic. Qu'est-ce que ça veut dire ce jeu à deux entre Doncic et LeBron? Tout ça, puisqu'il n'y a pas de match, on va pouvoir se pencher dessus. Restez bien branchés sur cette chaîne, continuez à vous abonner. Vous voyez que cette chaîne ne laissera pas tomber les Lakers. À très bientôt. Ciao.